Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis ce soir pour notre petite heure de visioconférence mensuelle d'avril 2025. Nous allons aujourd'hui voir quelques actualités sociales, notamment sur la paye et plus principalement sur les cotisations sociales, notamment après la parution de la loi de finances de la sécurité sociale, enfin. Et nous terminerons cette petite heure par quelques jurisprudences euh, relatives à des points qui intéressent directement les entreprises. Donc pour la bonne écoute de tout le monde, je vous invite à couper vos micros pour éviter les échos, les bruits parasites, etc. Et puis nous allons donc dès à présent débuter cette oui, visioconférence du mois d'avril par le traditionnel quiz du mois sur lequel je vous invite à réagir sur le chat de réunion euh, qui vous permet d'une part de répondre aux affirmations qui seront déroulées et d'autre part de réagir. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre soit en live, soit par le biais du question-réponse que j'intégrerai au support qui vous sera ensuite envoyé. Voilà pour cette introduction et nous allons donc débuter immédiatement sur ce quiz. Quiz du mois avec quelques affirmations. La première affirmation sur les nouveaux taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui s'appliqueraient dès le 1er juillet 2025. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors là, ça fuse beaucoup de faux immédiatement. Effectivement, vous avez raison, c'est faux. Mais il y a quand même une petite nouveauté par rapport aux années précédentes, puisque pour les années précédentes, vous aviez traditionnellement l'habitude de recevoir vos nouveaux taux applicables en fonction de votre tarification à la fin de l'année euh, en cours pour le début de l'année suivante. Eh bien, cette année, compte tenu de la séquence politique que nous avons connue depuis le mois d'octobre et même depuis l'été 2024, avec les différentes motions de censure, avec les différents gouvernements qui se sont succédés, le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court ont pris beaucoup de retard, ce qui fait que les différents décrets et arrêtés qui sont venus fixer les taux d'AT et MP euh, se sont, se sont comment dire, se sont tous décalés pour pour être mis en vigueur, non pas au 1er janvier de l'année 2025, mais cette année au 1er juillet de l'année 2025. Au 1er mai, pardon, de l'année 2025. Excusez-moi, je suis en train d'introduire toutes les personnes qui sont un peu en retard, donc je suis un petit peu déconcentré. Mais donc, c'est bien au 1er mai 2025 et non pas au 1er juillet 2025 que vous allez appliquer les nouveaux taux AT-MP pour l'année 2025. Deuxième affirmation, les PPV, donc les primes de pouvoir d'achat, les primes de partage de la valeur, pardon, versées depuis le 1er janvier 2025 seront intégrées aux revenus d'activité pris en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisation patronale, y compris pour les salariés déjà sortis des effectifs. Alors, là, les avis sont un petit peu partagés. Mais c'est faux également. Alors là, il y a une petite nuance dans l'affirmation. Euh,
Il est dit que les PPV versés depuis le 1er janvier 2025 sont intégrés aux revenus d'activité pris en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Ça, c'est vrai. En revanche, il y a une petite tolérance de l'URSSAF dans sa grande magnanimité qui nous indique que par mesure de tolérance, les salariés déjà sortis des effectifs au 1er mars 2025 ne seront pas concernés par cette réintroduction des primes de partage de la valeur dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Alors, l'effet immédiat de cette réintégration des PPV dans la réduction générale de cotisations patronales, c'est tout simplement d'avoir à baisser cette réduction générale, hein, autrement appelée réduction Fillon, pour faire des économies, les économies annoncées sur les allègements de charges par le gouvernement. Euh, donc là, pour le coup, l'objectif, c'est simplement de faire des économies euh, en réintroduisant les PPV dans les allègements Fillon, avec comme effet mathématique de faire baisser ces allègements Fillon. La rupture du contrat pour présomption de démission d'un salarié protégé nécessite l'accord de l'inspection du travail. Présomption de démission, donc vous savez que c'est la nouvelle possibilité de rompre le contrat de travail d'un salarié qui abandonnerait volontairement son poste. Est-ce que cette rupture du contrat pour présomption de démission d'un salarié protégé nécessite l'accord de l'inspecteur du travail? Alors là, il y a une très grande majorité, voire une unanimité sur le vrai, et c'est bien évidemment vrai. Tout ce qui concerne les salariés protégés, dès lors que l'employeur intervient dans la rupture, euh, nécessite l'accord de l'inspecteur du travail. C'est vrai pour une rupture conventionnelle, puisque rupture conventionnelle, c'est une rupture d'un commun accord, mais l'employeur est aussi euh, intégré dans cette procédure-là. Pour la rupture conventionnelle, vous devez demander l'accord de l'inspecteur du travail. Eh bien, la Cour de cassation et les différentes juridictions sont venus confirmer ce point-là pour ce qui concerne la présomption de démission d'un salarié protégé. Donc, on reverra en détail un petit peu comment s'est passée cette procédure-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu embrouillé, mais gardez d'ores et déjà à l'esprit que la présomption de démission, vous pouvez la mettre en œuvre sans difficulté, mais sur des cas qui n'ont pas de particularité. En fait, sur des cas d'abandon de poste ou d'absence injustifiée classiques. Dès lors qu'il y a une petite particularité ou une petite difficulté dans la relation avec le salarié au moment de son abandon de poste, il vaut mieux en passer par la méthode traditionnelle de la mise en demeure et du licenciement pour absence injustifiée. Autre affirmation, je ne peux pas licencier un salarié qui insulte ses collègues s'il était atteint de troubles psychiques au moment des faits. Alors là, ça laisse un petit peu plus circonspect cette affirmation, mais donc vrai, faux, eh bien, c'est vrai. C'est issu d'une jurisprudence qui vient de tomber, hein, qui vient un petit peu en reflet de notre société un petit peu compliquée en ce moment, un petit peu malade, et surtout qui vient un peu introduire les notions de droit pénal dans le droit du travail et dans le droit civil, en indiquant que globalement, l'abolition du consentement au moment des faits permet de dégager sa responsabilité, et donc traditionnellement, lorsque la responsabilité de l'auteur des faits est dégagée, eh bien, la sanction qui est prise à son encontre n'a pas de fondement. Eh bien, en l'espèce, on verra aussi les faits tout à l'heure, mais en l'espèce, le licenciement qui avait été prononcé par l'employeur de ce salarié-là, qui avait des problématiques psychiques au moment des faits, a été déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse. On va voir que les faits sont un petit peu particuliers, mais
on peut s'attendre avec ce type de jurisprudence qui apporte des protections un petit peu exorbitantes, on peut s'attendre à de plus en plus de malades psychiques dans nos entreprises. La présomption de démission ne permet plus de recourir au licenciement pour faute grave pour abandon de poste. Alors une majorité de faux, mais effectivement il y a quelques vrais quand même, donc c'est un petit peu partagé, mais c'est quand même faux. Là pour le coup, suite aux précisions du Conseil d'État de la fin de l'année sur la présomption de démission, qui est venu valider ce mécanisme de présomption de démission et qui est venu apporter un certain nombre de précisions pour la mise en œuvre de cette procédure, le Conseil d'État a en creux autorisé la possibilité de recourir au licenciement pour faute grave dès lors qu'il n'y a strictement rien dans la législation qui ne l'interdit. Euh, donc, lorsque vous avez un salarié qui abandonne son poste ou lorsque vous avez un salarié qui se trouve en situation d'absence injustifiée, vous avez le choix, lorsque la situation est claire et non équivoque, de passer par la présomption de démission, ou vous avez le choix de recourir au licenciement pour faute grave, pour abandon de poste, lorsque l'on est sur des situations un petit peu plus embrouillées, qui nécessitent d'avoir une décision franche de l'employeur et non pas une présomption de démission du salarié, présomption de démission qui est toujours un peu fragile et contre laquelle le salarié peut apporter la preuve contraire. Autre affirmation, l'obligation d'embauche des travailleurs en situation de handicap ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Ah, là, vous avez une quasi-unanimité de faux. Évidemment, c'est faux puisque ça concerne toutes les entreprises de plus de 20 salariés et non pas 50 salariés. Alors pourquoi parle-t-on de cette obligation d'embauche des travailleurs en situation de handicap? Parce qu'en fait, on est en phase de déclaration DSN sur cette partie des travailleurs, phase de déclaration de DSN qui va déclencher euh, soit un acquittement, entre guillemets, si vous remplissez cette obligation d'embauche, soit une contribution à verser si vous ne la remplissez pas. On va refaire un petit point à ce sujet tout à l'heure. Les rémunérations des apprentis embauchés depuis le 1er mars 2025 sont seulement assujetties à la CSG-CRDS sur les sommes versées au-delà de 50% du SMIC. Là aussi, une grande majorité de faux. Eh bien, c'est effectivement faux, puisque le gouvernement, toujours dans sa volonté de rechercher des économies euh, sur le budget de finances de la sécurité sociale, est venu alourdir la fiscalité et les charges sociales sur les apprentis. Donc après avoir réduit de manière assez importante les aides à l'embauche des apprentis, euh, la loi de finances de la sécurité sociale est venue également alourdir les cotisations sociales de ces apprentis, notamment sur les rémunérations versées au-delà de 50% du SMIC. Et ne s'appliqueront pas que la CSG et la CRDS, mais l'intégralité des cotisations sociales sur les sommes versées au-delà de 50% du SMIC. Et enfin, quelques affirmations relatives aux activités sociales et culturelles. La première d'entre elles, le CSE doit verser les chèques cadeaux à tous les salariés sans condition d'ancienneté. Alors c'est vrai, pour les habitués de ces webconférences, effectivement, on en avait déjà parlé au début de l'année 2024, puisque la jurisprudence était venue au début de l'année 2024 rappeler ce principe de non-discrimination en fonction de l'ancienneté et rappeler que tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, ont vocation à bénéficier des activités sociales et culturelles mises en place par le CSE d'une entreprise. La jurisprudence est venue reconfirmer
ce principe-là. L'URSSAF a elle-même pris acte de cette jurisprudence de la Cour de cassation, puisque au final, l'URSSAF est soumis aux règles de la Cour de cassation et a modifié le bulletin officiel de la Sécurité sociale en permettant aux entreprises de se mettre en ligne à ce sujet-là, en ne redressant pas donc les entreprises qui auraient encore des conditions d'ancienneté jusqu'à la fin de l'année 2025. Euh, à l'inverse, si tous les chèques cadeaux doivent être donnés sans condition d'ancienneté, à l'inverse, est-ce que le CSE peut moduler le montant des chèques cadeaux en fonction de l'ancienneté des salariés? Alors là, les réponses sont un petit peu plus partagées, hein, on est entre vrai et faux. Eh bien là, c'est faux, puisque en fait, la Cour de cassation va au bout de son principe de non-discrimination et nous dit que non seulement on ne peut pas réserver certaines activités sociales et culturelles à des salariés qui auraient une certaine ancienneté, c'est-à-dire que tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier, mais que, en plus, il ne peut pas y avoir de modulation du montant versé par le CSE en fonction de l'ancienneté des salariés. Donc, on va au bout du principe de l'interdiction des discriminations. Et ben, là aussi, les CSE vont devoir se mettre en ligne avec cette jurisprudence et revoir peut-être un petit peu leur politique de gratification, leur politique de gestion des activités sociales et culturelles vis-à-vis des salariés des entreprises. Donc voilà pour ce quiz d'actualité d'avril 2025. Quiz d'actualité après lequel nous allons aborder donc les actualités législatives et réglementaires. Tout d'abord, quelques mots sur les taux de cotisation, accident du travail et maladie professionnelle pour 2025, puisque le site Net Entreprise a publié une actualité au 26 mars 2025. Pourquoi le 26 mars 2025 sur cette matière-là? Parce qu'en fait, comme je vous le disais en introduction, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale a été voté de manière définitive à la fin du mois de février et donc est entré en vigueur au mois de mars. Euh, et donc tout s'est un peu enchaîné alors que normalement tout ça se fait en fin d'année précédente. Euh, de manière légale et par principe, les taux de cotisation ATMP entrent en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la parution au journal officiel des arrêtés qui viennent les fixer. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des arrêtés qui interviennent en décembre pour une mise en application au 1er janvier de l'année suivante. Là, en l'occurrence, les arrêtés sont parus au mois de mars et donc normalement l'application aurait dû être faite au 1er avril 2025, premier jour du trimestre civil suivant l'apparition au JO des arrêtés fixant les taux de cotisation ATMP. Eh bien, de manière dérogatoire, il y a eu une- un, un différé d'application de ces taux de cotisation au 1er mai 2025, sans effet rétroactif au 1er janvier 2025, tout simplement pour tenir compte de ce retard pris par les projets de loi de finances de la sécurité sociale et pour qu'il n'y ait pas plusieurs assiettes et plusieurs taux sur une même année euh, à manager en paye. Alors déjà, là, il y en aura deux, donc ça va être déjà compliqué. Mais si au 1er avril, il y avait eu un taux ATMP, il y aurait eu aussi une autre problématique au 1er mai, puisque en fait les taux ATMP entrent en ligne de compte dans la réduction Fillon, notamment par le coefficient T, et que ce coefficient T vient être modifié au 1er mai. Donc en fait, le gouvernement a voulu aligner tous les changements, et c'est pour ça que les taux de cotisation ATMP 2025 ne sont pas applicables ni au 1er janvier ni au 1er avril, mais au 1er mai 2025 sans effet rétroactif.
Donc jusqu'au 30 avril 2025, ce sont les taux 2024 qui continuent à s'appliquer et bien évidemment, comme à l'habitude, les entreprises pourront consulter leur taux 2025 dans leur compte net entreprise, dans les comptes rendus métiers DSN ou dans le logiciel de paye dès lors qu'il y a une retranscription par le biais de l'application API. Alors, quelques mots sur les taux d'ATMP, puisque vous savez que les taux ATMP sont calculés par rapport à deux euh, variables. Premièrement, le risque engendré par l'activité principale. Plus vous êtes dans une activité à risque, plus votre taux de cotisation ATMP sera impacté de cette activité à risque. Et ensuite, par le biais de l'activité de l'entreprise et par son effectif. Donc, vous avez des taux collectifs jusqu'à 20 salariés, c'est le même taux pour tout le monde. Des taux mixtes entre 20 et 150 salariés et des taux individuels au-delà de 150 salariés. Donc les taux individuels et les taux mixtes sont calculés par rapport à la sinistralité réelle de l'entreprise, qui sont ensuite transformés en argent par rapport au coût moyen des différentes catégories de gravité des sinistres. Donc tout ça permet de mouliner par le biais d'une formule mathématique des taux de cotisation qui vous sont ensuite adressés selon que vous êtes en taux collectif, en taux mixte ou en taux individuel. Donc voilà tout ça pour vous dire que les taux de cotisation 2025 seront applicables au 1er mai 2025 sans effet rétroactif et que jusqu'au 30 avril, vous continuez à appliquer les taux de cotisation 2024. Voilà pour pour cette première sujet sur les taux de cotisation. Deuxième petite information, quelques précisions apportées par le bulletin officiel de la Sécurité sociale le 12 mars dernier, qui apporte un éclairage sur certaines mesures issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Tout d'abord sur la prime de partage de la valeur. Alors, prime de partage de la valeur qui, depuis début 2024, a un système qui est relativement pérenne, euh, bon, qui a priori a vocation à continuer à s'appliquer, mais compte tenu encore de la petite séquence politique que nous avons vécue et de la volonté du gouvernement de faire des économies, euh, bah, a réservé une petite surprise aux entreprises qui auraient souhaité verser des primes de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025. Donc, depuis le 1er janvier 2025, ces primes de partage de la valeur sont intégrées aux revenus d'activité pris en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, hein, de la réduction Fillon, avec pour effet, comme je vous l'indiquais, d'augmenter la rémunération du salarié pour ce calcul-là, et mathématiquement de faire baisser l'allègement Fillon auquel vous auriez droit pour ce salarié, pour un salarié en question. La seule petite tolérance de l'URSSAF euh, est que cette réintégration ne s'applique pas aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Donc pour les salariés qui sont partis de vos entreprises avant le 1er mars 2025, vous n'aurez pas à recalculer la réduction générale de cotisation patronale Fillon que vous avez déjà calculé et soldé globalement. Bon, ça fera un petit peu de travail en moins. C'est une petite tolérance, bon, qui n'est pas non plus le cadeau du siècle, hein, puisque, à contrario, toutes les PPV que vous allez verser à compter de maintenant vont avoir un impact sur la réduction Fillon et vont globalement la réduire. À côté de cette précision sur les primes de partage de la valeur, une autre précision qui est assez intéressante pour les entreprises et qui, là pour le coup, va dans le sens plutôt des entreprises, euh, afin de renforcer l'accessibilité aux droits en matière de cotisation et de contribution sociale. Depuis le 2 avril 2025, le BOSS, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, comprend un espace dédié aux rescrits sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que que sont ces rescrits sociaux? Alors, les rescrits sociaux, c'est la possibilité pour n'importe quel euh,
assujetti, donc n'importe quelle entreprise, n'importe quel cotisant, de solliciter une prise de position explicite de l'URSSAF sur l'application à une situation précise de la législation. Donc vous rencontrez une difficulté d'interprétation, vous rencontrez une ambiguïté sur l'interprétation d'une disposition légale en matière de cotisation et de contribution sociale. Il s'agit d'une question nouvelle et sérieuse, c'est une des conditions pour pouvoir voir son rescrit reçu. Eh bien, vous pouvez interroger votre URSSAF par le biais d'une procédure particulière qui nécessite un écrit et qui laisse un délai de réponse à l'URSSAF de 3 mois pour vous répondre. Vous pouvez l'interroger et là où ça devient très intéressant, c'est que la réponse de l'URSSAF lui est opposable. Dès lors que l'URSSAF prend position sur une situation précise de la législation, cette réponse est opposable à l'URSSAF pour l'avenir, dès lors que ni la situation de fait ni la législation ne changent. Donc ça, c'est assez intéressant. Jusque-là, c'était une procédure qui était réservée aux entreprises et qui ne s'appliquait qu'aux entreprises qui demandaient, c'est-à-dire que un rescrit était relatif à l'entreprise qui l'avait posé, elle ne pouvait pas s'étendre à toutes les autres entreprises. Et bien avec cette initiative là depuis le 2 avril 2025, le BOSS vient mettre en place des rescrits euh, ou des réponses à des rescrits qui seront opposables aux URSSAF, quand bien même ce n'est pas l'entreprise qui est à l'initiative du rescrit initial qui poserait cette question ou qui serait contrôlée par l'URSSAF. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça a déjà été mis en place sur le BOSS, donc il y a quelques rescrits qui sont déjà visionnables sur le BOSS dans l'espace dédié et dans les rubriques thématiques. Donc pour l'instant, vous en avez quelques-uns relatifs aux avantages en nature, quelques-uns relatifs aux frais professionnels notamment, et sur le décompte des effectifs. Alors, tout ça pour l'instant débute. Il y en a quatre ou cinq qui sont pas très explicites, pas très novateurs, on va dire. Mais ça a vocation à se développer. Quand vous avez une difficulté par rapport à une cotisation, une contribution sociale, ayez le réflexe d'aller voir dans le BOST si vous n'avez pas un rescrit qui porte sur la difficulté que vous rencontrez. Parce que, en fait, si ce rescrit existe dans le BOSS, eh bien, la réponse apportée par le BOSS sera opposable à votre URSSAF. Donc, vous avez finalement 50% de chances qu'elle vous soit favorable et que l'URSSAF ne soit pas, enfin, n'opère aucun redressement sur ces sujets-là. Donc ça, c'est une précision assez importante, c'est une avancée en matière d'accessibilité au droit qui est plutôt à saluer euh, depuis le 2 avril 2025. Donc n'hésitez pas à aller consulter le boss sur ce sujet-là. À côté de ces précisions du boss, quelques mots sur les nouvelles réglementations relatives au contrat d'apprentissage. Donc ça y est, c'est fait. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025 a diminué le plafond d'exonération des cotisations salariales des apprentis pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025. Et il devait y avoir un décret d'application pour pouvoir transposer en droit positif cette baisse du plafond d'exonération. C'est chose faite avec le décret du 28 mars 2025 qui est venu modifier le Code du travail et qui baisse le seuil d'exonération prévu par cet article de 79% à 50% du SMIC. Donc désormais, toutes les rémunérations des apprentis qui excéderont 50% du SMIC seront soumises à l'intégralité des cotisations salariales. Globalement, ça veut dire en pratique que toutes les rémunérations des apprentis pour 35 heures qui dépassent 900 euros, 90 seront assujetties aux cotisations salariales.
Tout ça à mettre en parallèle avec la baisse des différentes aides à l'embauche des apprentis. Bon, bah là, on voit un petit peu effectivement que la promesse du président de la République au début de son mandat de favoriser l'apprentissage et d'avoir 800 000 apprentis par an prend un petit coup dans l'aile, étant précisé quand même que cet objectif avait été atteint puisque sur la dernière année, il y avait l'objectif d'1 million d'apprentis avait été atteint. Donc bon, là, ça risque quand même de refroidir un petit peu les entreprises, ce qui peut par ailleurs être dommage, puisque effectivement la filière de l'apprentissage peut être une très bonne filière de fidélisation des salariés et d'embauche de salariés formés. Voilà pour cette petite nouveauté sur le contrat d'apprentissage. Autre petite information euh, sociale qui vient qui est d'actualité, la DSN et la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour 2024. Donc, comme chaque année, les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doivent produire leur déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi 2024 via la DSN d'avril 2025 à souscrire pour le 5 ou le 15 mai selon votre périodicité de DSN. Alors, la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi via la DSN doit être souscrite par toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Toutes les entreprises doivent déclarer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Seules les entreprises de 20 salariés et plus sont assujetties à cette obligation d'emploi. Donc, seules les entreprises de 20 salariés et plus doivent embaucher des travailleurs en situation de handicap à hauteur de 6% de l'effectif moyen annuel. 6%, c'est l'effectif, enfin, c'est le taux qu'on a toujours connu. C'est un taux qui a été confirmé à la réforme de 2020, mais c'est un taux qui est révisable tous les 5 ans. Et en 2025, c'est la dernière année des 5 ans suivant la réforme de 2020. Donc, c'est un taux qui est modifiable par décret, qui ne peut de toute façon pas être inférieur à 6%, donc il a vocation qu'à augmenter. Euh, et donc là, sur courant 2025, le gouvernement est susceptible de prendre un décret pour soit maintenir ce taux de 6%, soit l'augmenter en fonction du diagnostic qu'il fera de la situation des travailleurs, de l'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises françaises. Alors, ce, cette obligation d'embaucher 6% de l'effectif annuel moyen en travailleurs en situation de handicap, c'est l'obligation par principe. À défaut, si vous ne remplissez pas cette obligation alors que vous y êtes assujetti, à défaut, vous allez devoir verser une contribution annuelle auprès de l'URSSAF ou de la MSA si vous êtes sur le régime des agricoles. Cette contribution annuelle qui est due auprès de l'URSSAF ou de la MSA est calculée très simplement en prenant le nombre de travailleurs handicapés manquants pour atteindre l'objectif de 6% de l'effectif moyen annuel, que vous allez multiplier par 400 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 20 à 250 salariés, par 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises de 250 à 750 salariés, et par 600 fois le SMIC horaire dans les entreprises supérieures à 750 salariés. Ce qui traduit de manière sonnante et trébuchante veut dire que lorsque vous êtes entre 20 et 250 salariés, s'il vous manque un travailleur handicapé pour arriver aux 6%, ça va vous coûter 4 752 euros de contribution. Donc 4 752 euros par travailleur handicapé manquant. Entre 250 et 750 salariés, ça va vous coûter 5 940 euros par travailleur handicapé manquant. Et au-delà de 750 salariés, ça va vous coûter 7 128 euros par travailleur handicapé manquant. Alors cette contribution annuelle qui peut atteindre quand même des sommes assez importantes, puisque quand vous avez 750 salariés, il faut que vous ayez dans votre effectif 45 salariés handicapés.
Euh, donc là, pour le coup, ça peut relativement, euh, comment dire, ça peut relativement aller vite. Lorsque cette contribution est calculée, vous avez quand même la possibilité de la diminuer de plusieurs façons. Alors, la première de ces façons, c'est de déduire les achats réalisés auprès des établissements d'accueil de travailleurs handicapés, des établissements d'aide au travail, des achats que vous avez faits auprès des travailleurs indépendants handicapés ou auprès des entreprises de portage salarial qui vous porteraient des travailleurs handicapés. Ça, c'est la première des choses. Deuxième possibilité, c'est de déduire de cette contribution annuelle la valorisation des ECAP. Donc les ECAP, c'est les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Valorisation des ECAP qui sont limitativement prévues par la réglementation et qui vous permettent de diminuer, notamment dans des entreprises de transport, dans des entreprises de transport sanitaire, de transport de marchandises, pour les hôtesses de l'air, pour les maçons, pour les charpentiers, qui vous permettent de déduire ces ECAP de la contribution annuelle. Alors, il y a une question dans le chat, comment sont intégrés les ECAP dans ce calcul? Alors, en fait, le calcul, il va prendre en considération l'effectif et le taux du SMIC, en fait. Donc, je vous le mettrai, ça, parce que je ne l'ai plus exactement en tête, veuillez m'en excuser, mais je le mettrai dans le question-réponse du support. Et effectivement, si une société a 100% d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, ça supprime non pas l'obligation, mais ça supprime la contribution, en fait. C'est-à-dire que l'obligation, elle existe toujours. Simplement, la contribution annuelle va être réduite de tous ces ECAP, ce qui fait qu'elle va disparaître en réalité. Et je vous mettrai dans le question-réponse là le calcul de l'intégration des ECAP. C'est un calcul mathématique, je ne l'ai plus exactement en tête, donc je ne vais pas vous dire une bêtise comme ça, mais je vous mettrai exactement la formule de calcul. Donc voilà l'actualité de la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Vous avez les comptes rendus métiers qui comportent l'effectif d'assujettissement au titre de l'année 2024 des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui ont été employés et l'effectif des salariés occupant des emplois ECAP qui sont disponibles sur Net Entreprise. Ces comptes rendus métiers qui sont calculés par l'URSSAF directement en fonction de vos DSN. Donc n'oubliez pas de faire cette déclaration annuelle via la DSN d'avril 2025. Un petit mot également sur le barème des saisies et cessions des rémunérations revalorisées au 1er janvier 2025. On en avait parlé pour ceux qui étaient présents à la web conférence du mois dernier. On en avait parlé à l'occasion de la réforme de la saisie des rémunérations, puisque vous savez qu'il y a euh, trois grands types de saisie des rémunérations. La saisie des rémunérations tout court, qui concerne les dettes et créances privées, les saisies administratives à tiers détenteur, qui concernent les dettes que vous avez auprès de l'administration, trésor public principalement, et la saisie directe des pensions alimentaires, donc qui concerne les pensions alimentaires qui sont recouvrées auprès des employeurs, des salariés qui y sont condamnés. Donc il y a une petite réforme, enfin même une grosse réforme de ces procédures de saisie, notamment de la saisie des rémunérations, qui ne passe plus par le juge à compter du 1er juillet prochain, mais qui va passer directement par l'intermédiaire des commissaires de justice. Donc avec comme conséquence de faciliter cette procédure et de la rendre un peu plus rapide qu'en passant par un juge de l'exécution. Donc, à côté de cette réforme des saisies sur rémunération, eh bien, traditionnellement, comme tous les ans, le barème des fractions saisissables et insaisissables a été revalorisé au 1er janvier 2025 et il a également été revalorisé au 1er avril 2025 pour la part insaisissable qui doit
être au moins égal au montant mensuel du RSA. Montant mensuel du RSA qui a été revalorisé par les projets de loi de finances de l'État, et donc qui est passé de 636 euros et quelques à 646,52 euros. Donc 646,52 euros, c'est ce que vous devez, en tout état de cause, laisser aux salariés qui auraient plusieurs saisies dès lors qu'il est seul. Ça augmente, euh, ça peut augmenter lorsqu'il y a des personnes à charge. Donc voilà pour ces informations sur l'actualité réglementaire et législative. Nous allons maintenant aborder l'actualité jurisprudentielle avec quelques jurisprudences intéressant directement vos entreprises. La première de ces jurisprudences, c'est une jurisprudence sur les œuvres sociales et culturelles du CSE, notamment les tickets restaurants. Alors, voilà une société qui avait mis en place des tickets restaurants, qui en 2021 a décidé de les supprimer. Donc, elle dénonce l'usage des tickets restaurants en juin 2021, euh, avec une procédure classique de dénonciation d'usage qui ne fait pas l'objet de contestation d'ailleurs, hein, qui est correcte et qui est valable. Sauf qu'en octobre 2021, le CSE décide de reprendre la gestion des tickets restaurants, ce qui est son droit. C'est une possibilité prévue par la réglementation. La gestion des tickets restaurants, elle se fait soit par l'employeur, soit par le CSE. Donc la société accepte ce transfert de compétences, entre guillemets, de ce transfert d'activité, mais par contre n'accepte pas de transférer le budget qui était alloué à ces tickets restaurants lorsque c'était l'entreprise qui les gérait. Parce que l'entreprise estime que les tickets restaurants, ce ne sont pas des activités sociales et culturelles. Donc s'ensuit un contentieux, le CSE revendique devant les juges de récupérer ce budget dédié aux tickets restaurants qui n'était pas négligeable en l'espèce puisque c'était plus d'une centaine de milliers d'euros par an. Donc l'affaire va devant les juges et les juges viennent examiner d'une part qu'est-ce qu'une activité sociale et culturelle. Donc ils viennent décortiquer un petit peu ce qu'est une activité sociale et culturelle en indiquant qu'une activité sociale et culturelle, c'est tout d'abord une activité non obligatoire légalement, qui est exercée au bénéfice du personnel, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise, et qui n'est pas la contrepartie du travail. Donc par rapport à cette définition, les juges considèrent, dans l'espèce, que les tickets restaurants remplissent les conditions de cette définition et sont bien des activités sociales et culturelles. Donc, le CSE pouvait d'une part revendiquer la gestion de ces tickets restaurants, mais également les revendiquer au titre de ces activités sociales et culturelles. Et les juges vont plus loin en disant que la reprise d'une activité sociale et culturelle par le CSE, alors qu'elle était antérieurement gérée par l'entreprise, s'accompagne également du transfert du budget qui était attribué à cette activité-là. L'entreprise, finalement, ne peut pas garder le budget de l'activité qu'elle a supprimée et ne peut pas faire des économies sur l'activité qui a été supprimée et transférée au CSE. Donc, toutes les économies faites doivent être transférées au CSE. C'est la conclusion de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 janvier 2025, qui vient nous dire que le CSE peut revendiquer la gestion d'activités sociales et culturelles, que les tickets restaurants, c'est une activité sociale et culturelle qu'il pouvait donc revendiquer, et que si l'employeur fait des économies sur l'activité qu'il a transmis au CSE, ces économies doivent être reversées au CSE, qui les affectera à d'autres activités sociales et culturelles. Ainsi,
en l'espèce, il n'est pas discuté que la société Amadeus pouvait mettre fin à l'usage consistant en l'attribution des titres restaurants sans commettre aucune irrégularité. Il reste que les économies ainsi générées doivent revenir au budget du CSE dès lors que l'attribution des titres restaurants relevait des activités sociales et culturelles. Donc attention, quand vous supprimez ou quand vous transférez à vos CSE des activités sociales et culturelles, ben, il faut aussi transférer le budget qui va avec. Euh, c'est pas une très bonne nouvelle pour les entreprises. Alors, ça concerne quand même des structures de taille importante, hein, 100, plus de enfin, tout au moins plus de 50 salariés, mais plus sur des entreprises de taille un peu plus importante qui ont une grosse politique de gestion des activités sociales et culturelles. Attention, ça peut coûter un petit peu plus cher que la simple subvention prévue par la convention collective, par votre convention collective ou par la loi. Autre petite jurisprudence sur les œuvres sociales et culturelles du CSE, sur la modulation de la valeur d'un bon d'achat. Alors nous étions en présence là d'une entreprise qui, par l'intermédiaire du CSE, offrait à ses salariés des bons cadeaux, notamment lors de l'arbre de Noël chaque année, et des bons cadeaux qui étaient d'un montant différent selon l'ancienneté, voire même pas de bons cadeaux du tout si l'ancienneté n'était pas du tout suffisante. Donc là, en l'espèce, vous aviez des salariés qui avaient intégré la société au 1er octobre 2020, qui n'avaient pas eu de bons cadeaux pour le Noël 2020, et qui venaient donc indiquer que cette situation était une discrimination, puisque le critère de l'ancienneté n'est pas un critère admis pour faire ce type de discrimination, pour ce type d'avantage. Eh bien, après la Cour de cassation qui, le 3 avril 2024, a indiqué qu'il n'était plus possible de prévoir un critère d'ancienneté pour conditionner l'attribution d'activités sociales et culturelles aux salariés, l'arrêt en question du 12 mars 2025 prévoit également, quant à lui, que l'interdiction, enfin, quant à lui, l'interdiction de la modulation de la valeur du bon en fonction de l'ancienneté. Donc, on en déduit que quand un CSE va attribuer une activité sociale et culturelle, va mettre en place une activité sociale et culturelle au profit des salariés, eh bien, il ne peut d'une part faire aucune discrimination pour l'accès à cette activité sociale et culturelle en fonction de l'ancienneté, mais si cette activité est subventionnée ou si le CSE donne des bons cadeaux, par exemple, eh bien là aussi, sur la modulation de la valeur de ce bon cadeau, il ne peut pas faire de discrimination en fonction de l'ancienneté. Donc en l'occurrence, même les salariés qui étaient embauchés depuis le 1er octobre 2020 devaient bénéficier du bon cadeau de 170 euros pour les fêtes de fin d'année 2020, faute de quoi il y aurait eu une discrimination interdite. Donc attention sur les politiques effectivement d'attribution de bons cadeaux des CSE. Il faut pas que ça dépasse en fait. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est le sens de la jurisprudence maintenant. C'est aussi le sens que l'URSSAF va prendre hein, s'il y a jamais il y avait un contrôle URSSAF. Autre arrêt de la Cour d'appel de Paris, arrêt important sur la présomption de démission d'un salarié protégé. Alors vous avez dans cette entreprise un salarié protégé qui était un petit peu sur la sellette, puisque avant d'en arriver à cette présomption de démission, il y a eu deux demandes d'autorisation de licencier auprès de l'inspection du travail, deux demandes qui ont été rejetées par l'inspection du travail. Première demande pour une insuffisance professionnelle, refus. Deuxième demande suite à une mise à pied conservatoire pour faute grave, nouveau refus. Suite à ce refus, à ce second refus, le salarié n'a pas réintégré son poste. Donc, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à deux reprises et au regard des réponses du salarié qui n'ont pas satisfait l'employeur, il a engagé une
procédure de présomption de démission et a pris acte de la démission de son salarié protégé euh, et a rompu son contrat de travail. Là, pour le coup, l'employeur a fait une grosse erreur puisque, bon, d'une part, euh, la présomption de démission joue, comme je vous l'indiquais en préambule, pour les cas où on peut démontrer, où on peut présumer que le salarié a abandonné volontairement son poste. Or, en l'espèce, le salarié, en réponse aux deux mises en demeure, avait réaffirmé sa volonté de ne pas démissionner et avait indiqué à son employeur qu'il attendait une date pour sa réintégration dans l'entreprise. Donc l'employeur a continué dans cette procédure de présomption de démission et les juges ont logiquement sanctionné le fait euh, qu'il n'ait pas demandé l'autorisation auprès de l'inspection du travail pour autoriser cette présomption de démission. D'autant plus que cette présomption de démission était quand même entourée de beaucoup de questions sur la volonté de l'abandon volontaire du poste par le salarié. Donc attention, ce que nous disent les juges tout simplement, c'est que la présomption légale de démission fait intervenir l'employeur dans la rupture du contrat de travail. Dès lors, elle ne dispense pas ce dernier de solliciter l'inspection du travail, d'autant plus que le salarié présumé avoir démissionné doit avoir abandonné volontairement son poste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque le salarié avait répondu aux mises en demeure et avait indiqué qu'il ne souhaitait pas démissionner. Donc il y avait vraiment une grosse équivoque sur cette situation-là. Donc cet arrêt de la Cour d'appel va faire l'objet d'une cassation. Donc là, pour le coup, la Cour de cassation va donner les règles du jeu et va devoir trancher ce litige en nous disant qui est à l'initiative de la rupture dans ce cas. Est-ce que c'est l'employeur qui a l'initiative de la rupture en mettant en œuvre cette procédure de présomption de démission? Ou est-ce que c'est le salarié qui a l'initiative en abandonnant volontairement son poste de travail, enfin, obligeant son employeur à mettre en œuvre cette procédure de présomption de démission? Là, pour le coup, la Cour de cassation tranchera ce débat et en fonction de ce qu'elle va nous dire, on verra si on peut appliquer ou non ce système aux salariés protégés. Bon, on peut quand même bien se douter que la Cour de cassation va aller dans le sens de la Cour d'appel, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est plutôt bien motivé, en indiquant que dès lors que l'employeur intervient dans le processus de rupture du travail, du contrat de travail, eh bien, l'inspecteur du travail doit être sollicité pour obtenir une autorisation de rupture. Suite au prochain épisode, lorsque la Cour de cassation aura tranché à ce sujet-là. Autre arrêt intéressant de la Cour de cassation, un arrêt du 13 mars dernier. Euh, les faits sont les suivants. Vous avez un salarié qui a 28 ans d'ancienneté, qui depuis quelque temps est en dépression. Il a plusieurs arrêts de travail pour le motif de dépression à son actif. Euh, et au cours de sa présence dans l'entreprise, il n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer des messages menaçants et répétés à l'un ou l'une de ses collègues de travail. Donc au bout de quelques messages menaçants, très menaçants, l'employeur a dû intervenir et a mis à pied à titre conservatoire cette personne qui, au cours de la procédure de licenciement, a dû être hospitalisée pour une nouvelle décompensation psychotique et donc n'a pas pu être présent lors de la procédure de licenciement. L'employeur a procédé au licenciement. Le salarié a contesté son licenciement devant les juges. C'est arrivé devant la Cour de cassation, qui vient rappeler plusieurs principes. Premier principe, le juge
à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Premier principe, c'est l'obsession de la preuve. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure de licenciement, il faut démontrer les motifs invoqués dans la lettre de licenciement. Et non seulement il faut démontrer la matérialité de ces motifs, c'est-à-dire l'existence de ces motifs, mais le caractère réel et sérieux de ces motifs. Donc ayez l'obsession de la preuve lorsque vous faites un licenciement, une procédure disciplinaire, peu importe. Ayez cette obsession de la preuve, recueillez tous les éléments matériels qui vous permettent de démontrer les griefs reprochés. La simple allégation ne suffit pas. Ne suffit pas de dire au juge quelque chose pour que ce soit la vérité judiciaire. En l'espèce, l'employeur avait les messages menaçants et le salarié, lui, est venu indiquer et démontrer par des éléments médicaux que, au moment des faits qui lui sont reprochés, il se trouvait dans un état psychique fortement altéré, pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement. Donc, traduit en français, ça veut dire qu'il n'avait pas conscience que ces messages menaçants étaient menaçants. Bon. Les éléments médicaux produits montraient que le salarié présentait des troubles de comportement, notamment sur le lieu de travail, plusieurs jours avant son hospitalisation sous contrainte, alors qu'il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois, selon le médecin psychiatre. Tous ces éléments-là ont conduit les juges à considérer que son discernement avait été aboli et que les faits reprochés au salarié, finalement, compte tenu de cette abolition du discernement, ne lui étaient pas imputables et donc que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc l'enseignement à tirer de tout ça, c'est quand même déjà qu'il y a bon, peut-être une certaine naïveté de la justice qui est empêtrée dans ses principes. Euh, Parce que, bon, tous dans vos entreprises, vous avez quand même vu qu'il était relativement simple d'obtenir des arrêts de travail de médecins psychiatres, par exemple, hein, en indiquant que euh, le salarié est en burn-out, en dépression, etc. Et cette jurisprudence-là donne un message pas super positif pour les entreprises, notamment vis-à-vis de cette faculté ou de cette possibilité euh, de se trouver en trouble psychique assez facilement, notamment quand on est en procédure de licenciement pour des faits qui globalement sont avérés, puisqu'en l'espèce, les faits étaient avérés, les faits de messages menaçants étaient relativement avérés. Donc, c'est pas forcément un arrêt de jurisprudence très positif pour les entreprises. À voir comment les juges de première instance vont s'en emparer et à voir comment également le message sera délivré aux salariés par les organisations syndicales ou tous les porteurs de bonne parole. Euh, Et on va terminer cette visioconférence par une jurisprudence du 26 mars 2025, pardon, qui intéresse principalement les professions réglementées. Donc là, en l'espèce, c'était la profession de la pharmacie, mais ça peut être la profession des coiffeurs, ça peut être la profession des transports routiers, etc., etc. Professions dans lesquelles il y a un diplôme qui est obligatoire, un diplôme qui est obligatoire pour exercer une profession. Alors avant de continuer, il y a une petite question sur la jurisprudence d'avant. L'employeur a l'obligation de protéger l'ensemble de ses salariés, c'est vrai, puisque vous avez une obligation générale en tant qu'employeur de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Donc ça c'est vrai. Et qu'en est-il de la personne qui s'est fait insulter? Ça malheureusement l'histoire ne le dit pas puisque la personne qui s'est fait insulter, bah, elle n'est pas allée devant le conseil de prud'homme, elle n'est pas allée devant la cour d'appel ni devant la cour de cassation. Donc en fait la réponse de l'employeur à la personne qui s'est fait insulter, ça a été de licencier l'insulteur, mais au final cette réponse-là s'est retournée contre l'entreprise
au regard de ces fameux principes juridiques d'abolition du discernement qui sont à la base des principes pénaux. Donc voilà malheureusement la réponse que je peux faire, mais ben, l'histoire ne dit pas ce qu'est devenue la personne qui s'est fait insulter en l'espèce. Pour en revenir à ce dernier arrêt de jurisprudence sur les professions réglementées, donc on était en présence d'un préparateur en pharmacie qui était embauché depuis 1998 et qui travaillait dans l'officine sans avoir le diplôme de préparateur en pharmacie. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle de l'ARS du 7 décembre 2017 que le poteau rose a été découvert et que bah, la salariée a été licenciée pour absence de diplôme. Donc ça faisait pas loin de 20 ans qu'elle exerçait sans diplôme obligatoire pour exercer en tant que préparatrice en pharmacie. Donc la salariée a été licenciée parce qu'elle n'avait pas de diplôme et en réponse, elle a saisi le conseil de prud'homme en disant bah oui, certes j'ai pas de diplôme, mais en réalité euh, personne ne m'a jamais rien demandé en réalité. Donc mon employeur ne m'a jamais demandé mon diplôme au moment de l'embauche. Il y a jamais eu aucune euh, vérification ou demande de diplôme en cours de relation de travail, ce qui veut dire que l'employeur finalement est aussi fautif que moi. Donc l'employeur en réponse indiquait que la salariée n'était pas de bonne foi et que la dissimulation de cette situation était de nature à engager la responsabilité pénale de l'employeur. Mais au final, la Cour de cassation rappelle quand même que c'est à l'employeur de vérifier euh, le bon respect de la réglementation, notamment lorsqu'il exerce une profession réglementée, et que il ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave, ce qui fait que le licenciement pour absence de diplôme, alors que l'employeur ne pouvait pas démontrer qu'il avait exercé son contrôle sur les diplômes nécessaires à exercer la profession, notamment au moment de l'embauche, eh bien, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc l'enseignement à tirer de manière très pratique, c'est que lorsque vous êtes dans un secteur d'activité qui nécessite un permis de conduire, qui nécessite une carte de qualification, qui nécessite une formation spécifique, qui nécessite un diplôme spécifique, eh bien, faites le nécessaire pour, dès l'embauche, vérifier ces diplômes, demander aux salariés ces diplômes et ne pas laisser travailler, notamment pendant près de 20 ans, des salariés qui n'auraient pas le diplôme requis. Euh, Sinon, ça se retournera contre l'entreprise, puisque c'est à l'entreprise, cette obligation de vérification incombe à l'entreprise. Voilà donc pour ce que je souhaitais vous transmettre comme information pour cette visioconférence. Euh, la prochaine webconférence est fixée au 15 mai prochain. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de votre intention.